Je sentais que j'étais plus alignée avec ce que je faisais. Je travaillais plus avec passion, avec le cœur. C'était devenu une zone de confort. La responsabilité environnementale, c'est plus compliqué de la maîtriser. Pour moi, la spiritualité, c'est lié à une conscientisation au maximum quotidienne des actions qu'on décide de mettre en place en conscience et en responsabilité. La responsabilité, quand on vit en responsabilité, ensuite tout s'organise autour de nous de façon différente. Je pense qu'une transformation sociétale se fait chacun à notre échelle. Pour moi, les émotions, on va dire que c'est une forme de matière vivante. Les émotions, on n'en parle pas dans notre société parce que c'est vu comme quelque chose, encore une fois, de mal poli. Bonjour Christella. Bonjour Sarine. Merci beaucoup pour avoir accepté mon invitation. Ça fait vraiment plaisir. Et en fait, donc, j'aimerais bien que peut-être d'abord que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas. Eh bien, je suis Christella de Oliveira, je suis coach artistique, agent et manager. Et donc, j'accompagne des artistes dans leur processus artistique, et notamment des artistes qui peuvent se rencontrer dans une forme de flou ou un peu perdu dans le cadre de leur processus artistique. Donc, je les aide à trouver, en tous les cas, un espace dans lequel ils peuvent s'exercer à leur guise et expérimenter ce qui est important pour eux et la raison pour laquelle, la cause existentielle pour laquelle ils se sont lancés dans l'art. Et c'est exactement ça que j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc en fait, le podcast va se diviser en 4 temps. Donc Ok. le premier temps, j'aimerais bien d'abord en savoir un peu plus sur toi, sur tes valeurs, ton enfance, sur ensuite ton parcours de résilience et ensuite terminer sur ton métier, sur justement ton accompagnement vers les artistes et découvrir la vérité existentielle. Donc est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. D'accord. Alors, première question, c'est quelles sont tes 3 valeurs? Alors, mes 3 valeurs, c'est la liberté, le respect et l'humanité, que je lie avec la singularité, justement. Voilà, ce sont mes 3 valeurs fondamentales. Et justement, comment une personne que tu connais pourrait te décrire? Ah, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'on pourrait me décrire comme une personne bienveillante, à la recherche de ce qui est important pour l'autre, au-delà de toutes les perceptions dans lesquelles il a vécu toute sa vie, bienveillante, mais qui bouscule aussi dans les prises de position, dans l'acceptation de sa responsabilité sociétale en tant qu'artiste et d'actions conscientes liées justement à cette responsabilité. Mais peut-être qu'on en parlera durant l'interview. Je pense que c'est au fur et à mesure des expériences et des rencontres que tu as voulu ensuite t'engager envers les artistes, mais tu as ramené en savoir un peu plus sur ton enfance. Qu'est-ce que tu dirais à une enfant, toi plus jeune, quand tu avais 10 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui faire passer comme message? Je lui dirais merci. Je lui dirais merci pour tout ce qu'elle m'a transmis et tout ce qu'elle me transmet encore aujourd'hui. Son espièglerie, sa joie de vivre, sa curiosité et comment dirais-je, sa particularité d'explorer, toujours. Et justement, on avait échangé un peu en amont, tu me disais que l'art, en fait, c'est une passion Oui. depuis très jeune. Comment tu as découvert cette passion? Je l'ai découverte lors d'un cours d'art plastique. En tous les cas, c'est le souvenir le plus ancien que j'ai. C'était au collège, en cours d'art plastique, lorsque le professeur, il s'appelait Monsieur Fournias, je m'en souviens très bien, collège de la Nacelle à Corbeil-Essonnes, nous a dévoilé l'œuvre de Picasso, Guernica. J'ai été très touchée par l'histoire de cette œuvre, la narration symbolique et le levier politique et sociétal qu'il y avait derrière. Alors, je dis cela avec du recul et Ouais. avec mon expérience, mais le choc, en fait, un peu de ces images de personnes en lutte, en guerre, m'a saisi. Ouais. Et il fallait refaire comment dirais-je, une repro de cette œuvre. Et j'ai eu la meilleure note à l'époque.
Donc, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi mon professeur de l'époque m'avait vivement conseillé d'entrer à l'école Boulle. D'accord. Malheureusement, j'ai pas réussi à rentrer à l'époque. Et voilà, c'est de là vraiment que vient ma sensibilité, je pense, hein, artistique peut-être avant, mais j'ai des souvenirs de couture aussi, énormément de couture à la maternelle et de dessin. On dessinait énormément. Mais le fait le plus marquant pour moi, ça a été la façon d'observer cette œuvre et d'en être saisie, en fait. Et ça, c'était pas par hasard au collège? Oui, c'était au collège. D'accord. J'ai eu un petit flash de souvenir étant plus jeune avoir analysé aussi ce Aussi? tableau-là. Ah, Ouais. incroyable! C'est très marquant. Ouais. Et tu disais que tu faisais de la couture, c'est ça? Plus jeune encore. Oui, c'était vraiment de la couture en bas âge. Je pense que j'étais au CIP et j'ai le souvenir des fils, j'ai le souvenir de certains dessins, des pelotes de laine sur comment dirais-je, une matière en lin, me semble-t-il. Et ouais, j'ai ce souvenir aussi, C'est très coloré. incroyable. C'est vraiment incroyable enfin, l'esprit artistique que tu avais depuis tout jeune avant de passer sur le parcours de résilience. Donc, je sais que ça ne sera pas très facile. J'aimerais bien savoir, toi déjà, en tant que personne, est-ce que tu penses que tu as développé l'intuition et comment tu l'as développée en fait? C'est une bonne question. Je suis loin d'avoir la science infuse sur ce sujet, mais je pense que j'ai appris à l'écouter en fait, au vu des épreuves que j'ai pu vivre dans ma vie ou des choix que j'ai pris, des décisions que j'ai prises. C'est là où je me suis rendu compte ces dernières années qu'en s'écoutant plus, en prenant le temps justement de faire silence, de faire le vide, on peut avoir accès à cette intuition et de ne pas être quotidiennement face à une réaction successive liée à un mode de vie, mais de prendre le temps de conscientiser ce qui est vraiment important pour nous et de faire des choix conscients. C'est la différence que je fais entre la réaction, donc liée à un mode de vie ou comment dirais-je, une définition de survie dans laquelle on peut vivre dans notre société contemporaine, et la responsabilité qu'on se donne pour stopper et décider en conscience d'une action qu'on va mettre en place et de ne plus être dans la réaction en fait. Et c'est dans cette prise de conscience de mon souhait d'établir une certaine stabilité intérieure que je suis rentrée plus en contact, je suis plus en contact avec mon intuition, me semble-t-il. Et ça s'est développé à partir à quelle période de ta vie? Après que j'ai quitté mon ancien job, mon ancien travail, après que j'ai quitté la politique, ouais. D'accord. J'étais plus à l'écoute de ce qui était vraiment important pour moi. D'accord. J'aimerais savoir, connaître un peu plus ton avant pour ensuite parler de la transition et ton après. Donc, tu disais que tu étais dans la politique. Oui. Et donc, est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que tu faisais Alors, j'ai eu bon nombre de responsabilités dans le cadre de mes anciennes fonctions, on va dire de façon collective, tant collectif service public, mais aussi engagé dans le parti, en responsabilité. Et donc, je me suis lancée en politique parce que à la maison, on parlait souvent, enfin, mon père parlait souvent politique. Ça a toujours été un homme très engagé, féru d'histoire, et dont la politique, comment dirais-je, le nourrissait. Ça a toujours été un homme engagé qui a pris des décisions dans sa vie qui allaient justement à l'encontre de ce que voulait son pays à l'époque. Et donc, il a gardé cet engagement toute sa vie, encore aujourd'hui. Et donc, à la maison, il parlait très souvent de politique.
on écoutait le journal, il lisait le journal. Voilà, donc la politique a fait partie aussi de mon enfance, de façon intégrante, ouais. D'accord. Vous êtes une famille nombreuse? Non, 3 enfants, D'accord. ouais, 3 enfants, une aînée, un aîné et moi, la dernière. Et tous les trois, vous êtes engagés dans la politique? Alors, pas du tout, D'accord. pas du tout. Je pense que, je ne sais pas, mon père a toujours été une forme de mentor. Et bon, j'ai pas fait une analyse hein, sur le pourquoi de mon engagement politique, mais je pense qu'il m'a transmis cette passion de s'engager pour les autres et d'essayer de changer la société à travers des décisions que l'on peut prendre en fait. Ouais. Et ça, je pense qu'il me l'a bien inculqué. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que je me suis engagée en politique. D'accord. Mon envie, c'était de changer le monde en fait. D'aider les personnes. Ouais, d'aider les personnes, de pouvoir être au service d'eux. C'était vraiment dans mon esprit, étant jeune, c'était la politique avec un grand P, quoi. C'est changer, transformer la vie des gens grâce aux décisions qu'on prend et que ça soit pour l'intérêt général. Et pour ça, donc, est-ce que tu peux me dire un peu quelle a été ta place en tant que femme dans la politique? Est-ce que ça a été plus difficile pour toi ou ça allait ou... Ça a été, somme toute, plus difficile parce que j'étais jeune, parce que j'étais une femme et parce que j'évoluais. Donc, on est entre 2005 et 2007, quand j'ai pris des fonctions dans une municipalité. J'étais on va dire, encore dans l'ancien monde politique D'accord. où on parlait de dinosaures, de personnes qui faisaient de la politique depuis plus de 30 ans, 40 ans et qui étaient toujours en place. On parlait à l'époque des députés maires, des sénateurs maires. Donc politiquement déjà on va dire c'était une autre époque, loin de celle qu'on vit actuellement. Et oui, en tant que femme, jeune femme, issue d'un milieu qui ne connaissait pas ses codes ni ses règles, oui, ça a été plus difficile, je pense, pour moi, mais comme toutes les femmes, au fond, qui se sont engagées en politique, et je pense encore aujourd'hui, c'est toujours difficile, même si il y a une certaine conscientisation de la responsabilité en tant qu'homme et du respect qu'on doit avoir envers les femmes. Ouais. Malgré tout, je pense que c'est encore difficile, oui. Il y a toujours aussi l'image qu'une femme dégage différemment par rapport à un homme. Oui, parce que quand vous avez du caractère, parce que vous êtes dans un milieu d'hommes, qu'il faut vous faire entendre et respecter, parce que parfois on vous voit sous un prisme auquel vous n'avez pas envie d'adhérer. Eh bien, on vous donne des étiquettes quand vous êtes trop déterminé, quand vous élevez un peu la voix en réunion parce que certains se moquent de ce que vous dites. Bah, on va vous donner des étiquettes très rapides. Ouais, bon, Christella, à l'époque, on m'appelait, par exemple, bon, je ne vais pas donner de termes, c'est pas le sujet, mais disons qu'on collait des étiquettes assez facilement. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est 20 ans quand même? Oui, j'ai fait plus de 20 ans D'accord. d'engagement au sein de la politique, à divers niveaux, tant en tant qu'élue, collaboratrice de cabinet. Donc, j'ai fait on va dire, le millefeuille politique, tant administratif et en tant qu'élue sur la collectivité territoriale. Et donc, après ces 20 années, il y a eu un bousculement dans ton parcours? Oui, Après, absolument. Oui, j'ai eu une forme de rupture liée à un engagement que j'avais auprès d'un politicien avec lequel je travaillais. Et suite à, on va dire, à un bouleversement, à un effondrement on va dire, structurel de tout ce qu'il avait construit depuis de nombreuses années, j'ai décidé quelques années plus tard de rompre en quelque sorte avec ce milieu parce que je sentais que j'étais plus alignée avec ce que je faisais.
je travaillais plus avec passion, avec le cœur. C'était devenu une zone de confort parce que c'était un automatisme, parce que je connais tous les rouages politiques en quelque sorte. Et donc j'étais plus épanouie dans ce que je faisais quotidiennement. Et j'ai voulu rompre avec cette phase de vie, oui. Et comment ça s'est passé? Tu m'avais dit qu'il y a eu quand même une période assez longue avant ta reconversion professionnelle. Comment ça s'est passé cette période? Comment tu l'as vécue? Ça a été une période, comment dirais-je, vécue dans une forme de lourdeur. Une lourdeur de, de travailler dans un domaine qui ne me convenait plus, en fait. Mais bon, je l'ai fait et j'ai continué mon job jusqu'à la fin. Et en fait, c'est durant cette période de lourdeur ou de désalignement que je me suis remise en question en disant que ça pouvait plus continuer et qu'il fallait que je change en fait. Parce que je me réveillais plus le matin avec cette aspiration, avec cet enthousiasme, avec cette envie d'aller sur les terrains ou d'aller au bureau. C'était plus cette énergie qui m'animait. Et cette rupture, en fait, j'ai conscientisé la rupture et je me suis dit, bon, là, il va falloir que tu prennes une décision, il va falloir que tu changes. Effectivement, c'est inconfortable quand on fait plus de 20 ans dans un métier dans lequel on vous reconnaît, on reconnaît vos talents, vos compétences, etc. et vous décidez de plonger dans l'inconnu, c'est assez inconfortable. Mais pour moi, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est ça la vie, c'est ça les défis, c'est ça le processus de vie, quoi, où on décide de subir en responsabilité, en étant conscient de notre environnement extérieur et en étant en conscience de ce qui se passe en nous, donc du mal-être, ça peut, comment dirais-je, avoir un impact sur votre bien-être global. Si vous voulez, la responsabilité environnementale, c'est plus compliqué de la maîtriser. Néanmoins, la responsabilité de se sentir bien à l'intérieur, pour moi, c'est de notre responsabilité, en fait. Et j'avais plus envie de subir, justement, ce mal-être. Donc, j'ai décidé de quitter ce domaine et de repartir, entre guillemets, sur les bancs de l'école et de faire une formation qualifiante pendant 9 mois. D'accord. Et puis après, j'ai changé de vie, quoi. D'accord. Et donc avant de passer du coup à ton métier d'aujourd'hui, j'aimerais savoir, et on te pose toute la question, comment tu as réussi quand même à surmonter? Quel est vraiment le travail que tu as pu faire, que tu as écrit, tu as écouté des podcasts? Est-ce que tu aurais des conseils à nous apporter dans ces moments-là? Alors oui, dans cette phase d'effondrement, ce qui m'a énormément apporté, c'est de comprendre ce qui se passait en moi, en fait. Donc, j'ai voulu comprendre, donc j'ai commencé à lire et j'ai commencé à écouter des scientifiques, donc tels que Greg Braden, tels que Bruce Lipton, tels que Joe Dispenza, des philosophes aussi, parce que j'ai toujours été passionnée de philosophie. J'avais plus de temps, je me consacrais plus de temps à moi-même. Et donc oui, c'est à travers des lectures et comment dirais-je, des notions, des nouvelles visions en fait auxquelles je n'avais pas accès parce que c'était le travail et je prenais pas le temps pour moi. Et c'est aussi une rencontre avec Sadhguru, qui est un mystique et un yogi en Inde, très connu dans le monde entier, et qui m'a énormément apporté en termes de compréhension de notre ingénierie intérieure, en fait. Et donc, pour moi, ça a été une révélation. Et je suis rentrée dans une forme comment dirais-je, de cohérence
intérieure à travers des méditations bien spécifiques qui sont enseignées et initiées par ce maître yogi qui m'ont énormément apporté en fait, qui m'ont apporté cette forme de compréhension de ce qui nous entoure et ce qui est visible, ce qui est invisible. Voilà, c'est de la spiritualité et en même temps de la science. Voilà. D'accord. Je dirais que c'est la spiritualité et la science qui m'ont permis de sortir la tête de l'eau. Mais franchement, c'était vraiment une expérience nécessaire pour ton bien-être. Et justement, par rapport à la spiritualité, dont on parle de la science et la spiritualité. Donc la spiritualité, c'est une définition que tout le monde peut se définir. Chacun définit la spiritualité comme il l'entend. Et toi, pour toi, qu'est-ce que c'est vraiment la spiritualité? Pour moi, la spiritualité, c'est lié à une conscientisation au maximum quotidienne des actions qu'on décide de mettre en place en conscience et en responsabilité en fait. C'est pas je veux dire, c'est pas une idée de religion ou de tout autre précepte un peu flou. Moi, la spiritualité, je la vis comme ça, c'est se prendre en main et décider ce qui est bon pour nous en conscience, en fait. D'accord. C'est toujours cet aspect de conscience de ce qui se passe dans nos pensées, donc qui amène des émotions, qui amène des comportements, donc qui amène des situations. Et de faire les choses voilà, en conscience et en responsabilité dans une action consciente et non une réaction. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça la spiritualité, en fait. Ça, chaque décision que je prends, aujourd'hui, la responsabilité, elle est vue comme un gros mot. Parce qu'on veut être responsable de rien, en fait. Ni de ce qui se passe, ni de ce qui se passe en nous. On n'a pas forcément envie d'être face à la responsabilité. Et moi, c'est au contraire, et c'est ce que j'ai appris, la responsabilité, quand on vit en responsabilité, ensuite, tout s'organise autour de nous de façon différente dans la vie. Ça amène d'autres choses. Parce qu'on ne subit plus, en réalité, on ne peut pas tout contrôler à l'extérieur. On pense qu'on contrôle les personnes, on voudrait qu'elles soient comme on veut qu'elles soient, ou on voudrait que telle situation se passe bien. Au fond, on est là, on pense tout contrôler, mais c'est une forme d'illusion de penser qu'on contrôle l'extérieur. Néanmoins, ce qui se passe à l'intérieur, là, on peut en être responsable à 100% selon moi. De décider comment l'autre a un impact chez moi et comment la situation que je vis a un impact dans mon intériorité. C'est comme ça que je le vois. J'aime vraiment beaucoup comment tu définis, tu arrives à matérialiser le concept qui est perçu comme très religieux. Et en fait, même pour moi, c'est au-delà de la conscientisation, pour moi, c'est être aligné envers soi-même et faire en sorte de mener des actions pour être le plus aligné possible. Et, justement, donc, on va passer à la période donc, de la formation et à la rencontre avec des artistes, avec l'art d'abord et avec les artistes. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus. Voilà, qu'est-ce qui t'a mené à l'art? Comment ça a été les 9 mois d'école? Alors, les 9 mois d'école ont été fantastiques, de belles rencontres, un autre univers. C'était vraiment très enrichissant, plein d'enseignements. Et en fait, durant ma formation, c'est les artistes que je connaissais qui sont venus me chercher. C'est eux qui m'ont choisi. C'est pas moi qui les ai choisis, en fait. Et durant ma formation, 2 artistes que j'apprécie énormément, qui sont des amis et avec lesquels j'entretiens voilà, une relation de confiance, que j'avais soutenue d'ailleurs quand j'étais en responsabilité politique, sont venus me voir et m'ont dit, écoute, on sait que tu quittes la politique et on aimerait que tu nous accompagnes en fait, en tant qu'agent et en tant que coach artistique.
Et c'est ce que j'ai fait à la sortie de ma formation, et ça a été... et c'est fantastique, en fait. C'est un univers tellement riche, avec des singularités tellement diverses, des univers tellement divers. Et donc, aujourd'hui, je suis plus spécialisée, entre guillemets, puisque c'est la majorité des artistes que j'accompagne dans l'art visuel. D'accord. Mais en réalité, ma vision, mon souhait, ce serait justement d'interconnecter un petit peu toutes les disciplines artistiques et d'accompagner tout type d'artistes, en fait, dans leur cause existentielle, dans leur bien-être, puisque on le sait, il y a énormément de croyances sur les artistes, tant sur la misère que sur la torture. C'est vraiment ancré dans l'inconscient collectif. Et c'est sur cet aspect que j'aime intervenir. Parce que la majorité des artistes que j'accompagne, ils sont ou dans le flou. Pour certains, ils se sentent torturés ou dans le tourment, justement, de ne pas savoir ou de ne pas exprimer le pourquoi de leur art, en fait. Et de cet engagement artistique dans lequel ils se sont plongés depuis de nombreuses années. Et en fait, moi, ce qui m'anime, c'est de les accompagner à y voir plus clair, en fait. Sans faire de transfert, ça j'y tiens, et c'est hyper important, et c'est l'une de mes règles, sans que mes schémas propres, mon histoire, mon expérience, mes perceptions impactent leur vision du monde, en fait. Pour que ce soit le plus authentique possible pour eux, et pour qu'ils puissent être en phase avec leurs propos et leur narration artistique. Et justement, c'est la notion de vérité existentielle que tu aimerais bien leur faire découvrir derrière leur art. Comment tu mènes ce travail avec eux? Via l'écoute de ce qui se passe en eux. Et l'une des caractéristiques des coachs, qui sont des vrais coachs, c'est les questions socratiques. Donc, c'est les questions puissantes qui permettent de donner une réponse à l'artiste ou à la personne à laquelle on pose la question lorsqu'on la pose, en fait. Donc, la majorité des artistes ou même des personnes sont en rumination permanente. Ils se posent des questions, ils ne savent plus quoi faire. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. On ne va même pas demander de l'aide à quelqu'un, on va demander de l'aide à l'IA. On a un problème. Et c'est l'IA qui va vous donner, qui va vous orienter une réponse qui n'est pas la vôtre. Non. On ne peut pas être aligné. Donc, justement, moi, mon positionnement, c'est de remettre de l'humain, d'être à l'écoute, d'écouter, de comprendre les croyances, les perceptions, les schémas, les blocages, les doutes, les questionnements, et de renvoyer des questions par rapport à tout ce qu'ils me disent, tout ce qu'ils me confient, pour que ça leur offre une réponse, en fait. Tout simplement leur propre réponse, puisque c'est eux qui vont répondre. D'accord. Et c'est pas moi qui vais leur dire ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent mettre en place pour y arriver, en fait. C'est toute la subtilité. Et est-ce que tu aimerais bien parler des artistes que tu accompagnes, en particulier ceux qu'ils font voilà. Ouais, les artistes que j'accompagne, en général, la majorité d'entre eux, ils sont vraiment engagés dans une démarche de transformation sociétale, avec des causes bien spécifiques. Je pense que j'attire ce type d'artiste parce que je suis moi-même une personnalité qui a toujours été engagée. Et je pense qu'on attire les personnes qui, quelque part, vibrent la même fréquence, entre guillemets. Et oui, la majorité des artistes que j'accompagne sont engagés dans une cause sociale, environnementale. Et pour moi, c'est important. C'est important, et on le voit dans l'histoire de l'art, beaucoup d'artistes, des maîtres, une majorité d'entre eux étaient engagés, ouais, et assumaient pleinement leur singularité et assumer pleinement leurs pensées, leurs idées. Et c'est ce que j'explique aux artistes. Aujourd'hui, on voit beaucoup de copier-coller,
de tendances qu'il faut suivre. Et je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, et c'est pas la question, mais je pense que la société a besoin de voix authentiques et sincères, et pas forcément de suivre des tendances, en fait. Selon moi, c'est pas comme ça qu'on transforme une société, et c'est pour ça que majoritairement, j'accompagne des artistes qui sont dans cette vision, dans cette envie, dans cette énergie. Et comment l'art, pour toi, peut transformer une société? À travers des messages que passe l'artiste. La transformation, elle se fait pas d'un coup comme ça, tout va changer, on sera tous en paix, apaisés, tout le monde aura pris conscience de ce qui se passe sur tous les thèmes qui sont engagés actuellement et sur lesquels on est très inquiet. Mais chacun à son échelle, à travers des personnes qu'il croise lors de vernissages, lors de diverses rencontres, lors de dîners, et peu importe, lors d'engagements auprès des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Et en fait, je pense qu'une transformation sociétale se fait chacun à notre échelle. Alors, on pense que c'est pas beaucoup, mais si beaucoup de personnes travaillent dans cette responsabilité que j'aime énoncer, dans cette conscientisation de l'action, et ce propos justement d'être en contact, en lien avec les personnes de façon authentique, et de s'engager dans une conversation qui nous est chère, sans forcément pointer du doigt ou lancer son énergie sur telle ou telle personne, mais juste être focus sur ce qui est vraiment important pour moi ou pour la personne qui s'engage dans cette relation avec l'autre. Je pense que c'est là qu'on peut changer les choses, quoi. On avait parlé sur les émotions, justement, pour pouvoir comprendre le message à travers les œuvres des artistes, il faut avoir une certaine sensibilité. Et je voudrais savoir comment toi tu perçois les émotions et comment tu penses que la société perçoit les émotions. Pour moi, les émotions, j'avais fait un post sur le sujet. En réalité, les émotions, et encore là, on parle conscient ou inconsciemment, elles ont un impact sur notre société, puisqu'elles engendrent des conflits. Et aujourd'hui, les émotions, pour une majorité de personnes, et je m'intègre dans cette majorité, on peut pas contrôler en fait les émotions. Et pour moi, les émotions, on va dire que c'est une forme de matière vivante sur laquelle l'artiste peut travailler avec moi en séance. Et cette matière vivante, il peut s'en servir, il peut justement créer à travers ce qu'il ressent. Et ça se fait à travers mes questionnements, en fait, tout simplement, pour qu'il en prenne conscience, lui, à travers ses œuvres et à travers sa connaissance déjà de lui-même et de ce qui vit en lui, ce qui peut-être il a refoulé ou ce qu'il a caché ou ce qu'il assume, peu importe. Pour moi, les émotions dans l'art sont des trésors, en fait, qui sont souvent inexplorés. Et c'est pour ça que j'ai toujours à cœur à travailler cet aspect, tant les perceptions, les croyances, les valeurs et les émotions, parce que pour moi, vraiment, c'est une matière vivante et on le voit dans notre quotidien. Dès qu'on sort de la maison, dès qu'on se réveille le matin, dès qu'on ouvre les yeux, tout dépend de l'émotion avec laquelle vous allez commencer votre journée, et peut-être qu'elle va donner le tempo et le rythme de votre journée. Et puis il y a tellement d'émotions, on a plus de 70 000 pensées à la journée, donc vous imaginez les émotions qui parcourent votre corps et votre être durant toute la journée. Donc, et c'est vrai que les émotions, on n'en parle pas dans notre société parce que c'est vu comme quelque chose, encore une fois, de mal poli. Enfin, on ne peut pas forcément... Alors, certains peuvent jouer, je pense notamment en politique, on peut jouer avec des peurs, avec des émotions, à travers des croyances, etc. Et ça peut être le jeu de certains politiciens à brandir certains drapeaux, pour pouvoir justement manipuler le plus grand nombre
à travers ce qu'ils ressentent, à travers leurs émotions. Et pour moi, les émotions, ouais, c'est une matière vivante avec laquelle j'aime travailler avec les artistes. Parce qu'ils sont, voilà, ils peuvent être dans des phases très compliquées, d'incompréhension, de se sentir perdu. Et ce qu'on va extraire de cette exploration intérieure, justement, et à la recherche de ces trésors, va lui permettre, en fait, de trouver, de se retrouver, de comprendre sa singularité et son identité aussi en tant qu'artiste. Et quand on se connaît bien, tout est beaucoup plus fluide pour parler, pour comprendre son propos artistique, pour discuter. Tout est beaucoup plus fluide et je pense que c'est important pour lui, mais aussi pour toutes les personnes qu'il côtoiera, ses clients, ses collectionneurs, ses partenaires, des potentiels critiques d'art, curateurs, galeristes, entreprises, institutions, peu importe. Je pense que c'est important. C'est un trésor. Vraiment, les émotions, c'est un trésor caché, Exact. notamment chez les artistes. Et donc, si je te pose la question de ta mission de vie, tu me disais que c'était faire changer le monde à ta manière. Et est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose un peu... Non, je pense que j'ai la phrase de Gandhi qui est toujours présente. On peut vouloir changer le monde, mais il faut être capable de le changer déjà dans notre monde, dans notre univers. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de changer nous-mêmes et entre guillemets, de se comprendre, de se gérer, de gérer en quelque sorte son mental, comment on peut conscientiser ou changer le monde si on n'est pas capable de se changer soi-même en quelque sorte. Donc, vois le changement, en fait, incarne le changement que tu veux voir dans le monde, la fameuse phrase de Gandhi, pour moi est hyper importante, quoi. C'est comme une boussole. D'accord. C'est important de se connaître d'abord avant de pouvoir partager au monde. Exactement. D'accord. Et d'incarner, en fait, ce prisme, quoi, cette expérience que je suis un fragment de vie et comment je m'oriente dans le processus de la vie. Est-ce que je l'incarne tel que je veux vraiment l'incarner à travers ce que je fais, à travers ce que je suis, sans me mentir en fait. Donc je pense que on peut changer le monde chacun à son échelle en se connaissant et en incarnant réellement ce dont on a besoin en fait. Est-ce que pour toi, ça, c'est la notion qui reprend la notion de l'éveil de soi? Ouais, en quelque sorte, je pense. Avant de passer un peu dans l'univers de la maison Savotel, donc je te poserai des questions un peu plus dans cet univers-là qui ressemble totalement à ton univers en vrai. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu apprécies, parce que tu m'avais parlé de la contemplation. Donc c'est quelque chose que tu aimais, parce que je t'avais demandé que tu as des passions, d'autres passions, et tu m'as parlé de la contemplation. Donc qu'est-ce que c'est pour toi la contemplation? La contemplation, pour moi, je prends une grande inspiration parce que c'est un refuge quotidien quand on est dans le rythme accéléré que la société, en quelque sorte, nous impose, hein, d'une façon ou d'une autre. La contemplation, c'est une porte qu'on peut ouvrir à chaque instant, en fait. Où qu'on soit, on peut contempler. Et c'est pour moi une forme d'émerveillement de l'instant qui favorise un bien-être immédiat, en fait. Du revenir, en fait, on revient à l'instant tout de suite, maintenant, là, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je contemple, comment je le ressens, qu'est-ce qui se passe. Et cette connexion à l'instant, à travers la contemplation, elle est grandiose en fait. Elle est incommensurable, elle est apaisante, elle est joyeuse. Voilà, elle est pleine de puissance en fait. Tout est là.
C'est un peu la recherche de son enfant intérieur. Oui, en quelque sorte, puisque quand on est enfant, c'est vrai, on contemple énormément, on s'émerveille, on est en joie. C'est rare de voir un enfant triste tout le temps, tout le temps, tout le temps. La joie fait partie de factuellement de ce qu'est l'enfant. En fait, il est joyeux, il saute partout, il cherche, il contemple, il regarde, il pose des questions, il veut comprendre. Et ouais, c'est vrai que c'est une connexion à cet enfant, peut-être, ouais. Parce que chaque détail nous émerveille, comme tu disais tout à l'heure. Chaque moindre chose qui nous paraît aujourd'hui plus, on va dire, petit, bah, quand on était enfant, c'était waouh. Ouais, vraiment, vraiment. Comme l'exemple qui m'est venu en t'écoutant, c'est la contemplation des étoiles, tout simplement. Enfin, Ouais. quand on est petit, mais on se pose tellement de questions. Enfin, ça a été mon cas. Je passais des heures et des heures et des heures avec ma cousine en été au Portugal à contempler les étoiles. On allait dans un endroit bien spécifique où il n'y avait aucune lumière. On se couchait sur l'herbe, toutes les deux, et on passait des heures à contempler les étoiles. De temps en temps, mon oncle, qui était militaire et qui connaissait toutes les constellations, venait avec nous pour nous expliquer. Et donc voilà, la contemplation des étoiles pour moi, et de tout, de tout, même d'une fourmi. Je veux dire, si on se met à regarder une fourmi, voilà, c'est une forme méditative de ralentir en fait. C'est de revenir à une forme d'ancrage, de présence à soi-même. C'est pas quelque chose de perché. Et c'est aussi cette capacité justement, à travers l'art, d'éduquer le regard. Quand on regarde une œuvre, c'est une forme d'éducation. C'est pas forcément inné. C'est quelque chose. Alors parfois, on peut ressentir tout de suite quelque chose, une D'accord, émotion. oui. Et ça, c'est extraordinaire. Mais pour une personne qui a vraiment envie de se plonger dans la compréhension de l'art de façon, on va dire, un peu plus intellectuelle, il faut qu'elle apprenne à regarder, à comprendre le pourquoi, etc. Qu'est-ce qui fait que cette œuvre, ok, elle est différente, etc. La contemplation, c'est un peu cette forme éducative à s'arrêter, à être en capacité de s'arrêter même dans le tumulte de la vie, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour ce partage, en tout cas. Et Merci. j'aimerais bien te faire rentrer un peu, avant de terminer, dans l'univers de la maison Savoteil, qui est autour de la fleur de lotus. Donc, pour te raconter un peu l'histoire de la fleur de lotus, c'est qu'en fait, ça pousse naturellement dans des eaux boueuses. Oui, je connais très bien. Oui. Et, d'accord. Et donc, qui, au fur et à mesure, s'épanouit en une fleur magnifique. Et en plus, ça vit pendant des milliers et des milliers d'années. Et, voilà, donc ça repousse très naturellement. Et donc, je voudrais savoir, donc, tu as l'air de connaître un peu la fleur de lotus. Qu'est-ce que, pour toi, la fleur de lotus te fait penser et représente pour toi? La fleur de lotus, quand on parle justement d'une fleur de lotus, pour moi, c'est tout de suite, il y a des mots qui me viennent, c'est de l'ombre à la lumière, en fait. C'est lorsqu'elle commence à germer, euh, elle traverse une obscurité dense, euh, mais malgré tout, elle continue, en fait. Et elle s'engage dans le processus de vie, donc elle y va jusqu'au bout. Et c'est de sa responsabilité d'aller au bout, puisque c'est la nature qui est comme ça, il ne se pose pas de questions. Et, euh, et donc pour moi, c'est ça, la fleur de lotus, c'est sa capacité à traverser ce qu'il y a de plus obscur, plus sombre, de plus lourd, et de malgré tout percer cette ombre et, euh, et, et jaillir à la lumière, en fait, à travers ses couleurs, sa forme, son odeur. Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle se donne pleinement au processus de la vie. Elle offre tout ce qu'elle a à offrir pendant des années et des années et des années, sans attendre quoi que ce soit, en fait. Et pour moi, c'est une des... Ouais, c'est l'un des plus beaux symboles de la résilience. D'ailleurs,
Je pense que c'est Mère Teresa qui parlait justement de la fleur de lotus. Donc c'est quelque chose de magique, ouais, assez magique. C'est une partie de ton histoire aussi, c'est ton Ouais, histoire. bien sûr, oui, bien sûr. Et nous, on a décidé de dédier cet univers à la fleur de lotus, notamment à travers la mode. Donc, on veut faire des foulards rubans avec des imprimés aux histoires de résilience, grâce à des petits symboles significatifs. Et je voudrais savoir, pour toi, est-ce que la mode est un art? Oui, oui, pour moi, j'en ai parlé avec une artiste cette semaine. Pour moi, il y a une différence entre être artiste et créatif. Être artiste, c'est avoir cette capacité de transmettre une émotion et un levier en quelque sorte qui transmute en fait, un levier, une idée, des valeurs comment dirais-je, qui accompagne l'émotion et qui envoie un message à celui qui le reçoit en fait. Pour moi, c'est ça être un artiste. C'est pas juste créer pour créer, c'est s'engager dans une démarche profonde. Et pour moi, la mode, et notamment à travers le savoir-faire des artisans d'art, qui sont dans cette valorisation justement tant émotionnelle que en termes de valeur, de transmettre quelque chose, de transmettre une histoire, de transmettre un savoir-faire, de transmettre une forme de matière, à travers aussi certaines émotions de ceux qui sont passionnés par la mode et par ce qu'elle véhicule. Et on le voit, il y a énormément de couturiers, de stylistes qui sont engagés eux-mêmes. Et je pense à Virgil Abloh. Il a été dans la mode, mais il était engagé. C'était un homme engagé dans un changement sociétal. Et puis il y en a bien d'autres stylistes et couturiers qui sont dans cette démarche. Donc pour moi, il y a une différence entre créer des sacs pour, on va dire, la vie quotidienne et le besoin, donc d'un consommateur, et s'engager dans une démarche artistique à travers des valeurs et des émotions quoi, qu'on assume. Et donc, pour terminer, on a deux dernières questions, parce que l'heure est déjà presque passée. Est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre, mais que tu n'as pas pu en parler pendant le podcast? Prendre soin de soi, ça peut paraître bateau, mais à l'heure actuelle, prendre soin de soi, à l'intérieur, je pense que c'est un vrai cadeau qu'on se fait à soi, dans sa vie, dans son processus de vie, mais aussi c'est un cadeau qu'on fait à la société pour qu'elle devienne meilleure. Merci beaucoup. Et la Merci. dernière question, avant que on quitte le podcast, c'est la question signature. Donc, j'aimerais savoir si je devais imprimer un foulard ruban pour toi, quel symbole tu voudrais imprimer dessus? Alors moi, ce serait un triangle. Parce que le triangle, en sciences yogi et sur diverses cultures et traditions, c'est la terre. Donc voilà, ce serait un triangle. D'accord. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi.